Jean-Louis, retour pour la Formule 1 en Europe sur un circuit archi connu de tous qui est Barcelone, mais qui réserve toujours un petit peu son lot de surprises. Oui, alors archi connu forcément, puisque depuis belle lurette maintenant on y fait des essais, notamment les essais hivernaux, cette année encore. Archi connu de tout le monde, oui, tout le monde a ses tuyaux, ses paramètres, ses points de repère, les pilotes, les ingénieurs, les machines, les ordinateurs, les voitures elles-mêmes, si j'ose dire, et ça c'est intéressant. Ça réserve son lot de surprises, Barcelone, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un circuit très compliqué. Compliqué par les virages. Si je compte les virages, déjà je compte le 1 au bout d'un long freinage, d'une longue ligne droite, très compliqué. Je compte le 3, vous savez, c'est ce virage qui remonte à droite et qui n'en finit pas, et qui est en plus en montée terriblement forte. Qu'est-ce que je vais vous ajouter? Je vais ajouter le 7, très compliqué, le 9, on est en haut du circuit, on doit redescendre. Tout ça, effectivement, c'est très difficile comment dirais-je, à assimiler, et même quand les pilotes et les ingénieurs y reviennent, il y a toujours un petit point d'interrogation. C'est ce qui fait le charme de ce Grand Prix, qui n'est pas toujours très populaire, très enthousiasmant, mais qui est très technique et que les pilotes aiment beaucoup. Vous l'avez dit, donc de nombreux virages, des longues lignes droites, une piste qui est abrasive et peut-être beaucoup de chaleur. De quoi va être un véritable enfer pour les pneus peut-être? Oui, c'est l'enfer pour les pneus, et on remarquera d'ailleurs que Pirelli a mis la gamme la plus dure. La plus dure, alors on se retrouve avec en ultra tendre les softs, qui sont les pneus les plus durs sur des circuits, par exemple comme Monaco. Ça, c'est compliqué. Deuxièmement, j'ai cité des virages comme par exemple le virage numéro 3. Ça, c'est un virage terrible pour les pneus. Et on a bien vu dans le passé que souvent, des pilotes d'échappée ou avaient des crevaisons qui se matérialisaient là. Et c'est très complexe sur ce plan-là. Comment dirais-je, la stratégie sera assez complexe, surtout si, comme vous le dites, il fait chaud. C'est en général à cette époque de l'année et sur ce Grand Prix de Barcelone que l'on voit arriver des nouveautés sur les monoplaces. Jean-Louis, quel est le programme annoncé pour les écuries? Pour tout le monde, c'est le Grand Prix numéro 1 pour les évolutions. On se rappelle que fin mars, c'était Melbourne en Australie, et qu'en conséquence, on sait qu'il faut 4 à 6 semaines pour avoir les vraies évolutions qui commencent. C'est là. Donc, on en profite. Pourquoi? Parce que comme on sait tellement de choses sur Barcelone, les évolutions que l'on montre ou que l'on utilise, eh bien, donnent une réponse directe. Ça, c'est important. Et puis, surtout, c'est la période où les ingénieurs ont beaucoup travaillé, et c'est notamment dans le domaine aérodynamique qu'on verra absolument toutes les nouveautés. Les meilleures choses pour la vitesse de pointe, les meilleures choses pour l'appui aérodynamique, ça on n'en sort pas, c'est toujours Barcelone. C'est pour ça que je dis qu'après Melbourne, c'est le deuxième Grand Prix de la saison, Barcelone, qui est très important. Selon vous, quelle serait la hiérarchie de ce Grand Prix, Jean-Louis? Je pense que Ferrari a été l'équipe la plus rapide tout au long des essais hivernaux. On se disait, oui, Ferrari, champion des essais d'hiver comme d'habitude, mais ce n'est pas le cas. Ils ont été vraiment champions. Mercedes a son mot à dire. Red Bull aura énormément d'évolution aéro parce que la voiture ne fonctionne pas bien ou n'a pas bien fonctionné jusqu'à présent. Maintenant, reste dans chaque équipe le résultat à voir entre les pilotes. On sait très bien que chez Mercedes, il y a un problème à Hamilton. On a bien vu qu'en Russie, il n'était tout simplement pas là à cause de problèmes de tenue de route, d'adhérence. Ferrari, il y a toujours les deux garçons qui sont forts, mais Vettel est très très fort à Barcelone. Et quant à Red Bull, eh bien on verra entre Ricciardo et Verstappen. Verstappen qui ne va pas manquer de se rappeler que c'est sa première victoire en Grand Prix. On verra comment ça va se passer. Maintenant, il y a d'autres équipes qu'il faut surveiller. Je pense aux équipes où il y a les Français. Naturellement, Force India, Mercedes avec Esteban Ocon, qui connaît bien Barcelone, et là on est dans un monde plus connu pour lui. Naturellement, Romain Grosjean chez Haas Ferrari, et puis je n'oublie pas Renault qui a été assez en pointe finalement durant les essais hivernaux, et qui a l'intention de mieux faire en course après de bonnes qualifications. Le problème de Renault, c'est la course, c'est l'utilisation et l'exploitation. Là, il y a eu des problèmes depuis le début de la saison. Ils arrivent en terrain mieux connu, et donc ça devrait marcher. Jean-Louis, à présent, une petite parenthèse F1 pour parler de Canal+, qui a signé les droits de diffusion de la discipline, et ce jusqu'en 2020. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, parce que 2018, 2019, 2020 inclus, c'est un contrat de 3 ans.
On n'est pas dans un contrat de 5 ans comme le premier contrat, mais ça, on sait qu'il y a un nouveau détenteur des droits commerciaux, un Liberty Media. Donc ça, moi je ne suis pas au courant des secrets des négociations. C'est une bonne nouvelle parce qu'avec Canal+, on a un traitement complet d'un bout à l'autre du Grand Prix. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour les téléspectateurs. Bien sûr, il reste le système de la télévision payante et de la télévision gratuite. On aura un Grand Prix de Monaco free of tax. On pourra le voir en clair sur C8, du moment qu'on a la TNT. Et franchement, ça, c'est pas si mal que ça. L'Angleterre fait déjà comme ça. On peut avoir quelque chose de très très bien sur ce plan-là. Bien sûr, hein, je le rappelle, il faut payer, mais regardez les sports, Géraldine. Tous les sports, en général, les sports populaires, sont maintenant sur des chaînes à péage. Est-ce qu'on peut imaginer que Canal+ cède plus de grands prix gratuits à sa chaîne C8? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être imaginé si les audiences sont bonnes? Si les audiences sont bonnes, oui. Si c'est une réussite, oui. En Angleterre, entre Channel 4 et naturellement Sky TV, on a un peu cette disposition, mais on sait quand même que le diffuseur de base, c'est Canal. Alors il faudra que les gens autour soient prévenus qu'on peut voir éventuellement 1 ou 2 ou 4 Grands Prix, comme c'est en Angleterre, en clair. Mais je pense que quand on est habitué à quelque chose, on reste devant sa télé, devant ce quelque chose. Une dernière petite question, Jean-Louis, c'est à propos de Fernando Alonso, qu'on a vu débuter, ça y est, dans son IndyCar. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces essais qui se sont déroulés à Indianapolis, en marge d'Indianapolis? Écoutez, d'abord, le rookie test. Ça, c'est obligatoire. Alors, j'ai vu ça et là des protestations, mais je rappelle que des garçons comme Jim Clark, double champion du monde, Graham Hill, champion du monde lui aussi, ont passé ce rookie test où vous êtes obligé de montrer votre... comment dirais-je, votre talent, votre manière de rouler sur un ovale au rythme qu'il faut pour arriver aux vitesses, hein, plus de 358 de moyenne. Ça, c'est le lot commun de tous les pilotes d'Indy, pour montrer aussi qu'il n'y a pas de coup de volant brusque. Il faut rappeler en 2 secondes que dans les tout début des années 1900, quand Indianapolis a été créé, eh bien, c'était la seule course qui existait. Et il fallait bien jauger tous ceux qui aimaient le pilotage et tous les professeurs tournesols qui venaient essayer de tourner avec des voitures pas possibles. Et donc, on était obligé de faire tous ces rookie tests. Maintenant, bien, ça continue dans la tradition. Fernando Alonso les a fait, ça marche. La voiture n'a pas l'air si mal que ça. Après, maintenant, il y a les petits secrets d'Indianapolis que son équipe ne manquera pas de lui enseigner. Les réglages sont plus cool qu'en Formule 1, mais il faut quand même des réglages. Il faut savoir éviter tous les coups de volant, y compris les coups de volant, pour redresser la voiture quand vous voyez qu'elle va dans le mur. Il vaut mieux la laisser aller dans le mur. Et puis, la règle que l'on voit et qui existe depuis longtemps, c'est qu'il faut être là, dans les 3 premiers, proches, dans la dernière demi-heure de course. Le reste, avant, c'est un peu de l'endurance. Mais enfin, c'est de l'endurance, toujours pareil, à plus de 3,50 de moyenne. Donc, il faut faire attention.